Salut Martin, Salut Arthur. ça va? Bah écoute, super bien. Je suis super content et enthousiaste parce qu'on lance le tout premier épisode quand même. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait un petit moment qu'on en parlait et ça y est, on y est. Ça fait 6 bons mois qu'on en parle, on lance le premier épisode. J'ai Ouais. envie de te dire comment s'est passée ta semaine, même si je le sais un petit peu, j'étais avec toi. Raconte-moi un petit peu les événements de cette semaine pour toi, en cette fin août. Alors, semaine de reprise, parce qu'on était en congé et ouais, on en a pris quand même un peu cette Ça année. arrive de temps en temps, ouais. Donc là, si on résume un peu la semaine, donc il y a beaucoup de projets clients qui sont en train de se concrétiser. Donc je suis super content par rapport à ça. Mais surtout, point de vue perso, sur un de mes immeubles de rapport, je suis en train de galérer avec les agences immobilières, les syndics de Hmm. copropriété. Ouais, je t'entends passer les coups de fil à chaque fois, ouais. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais. C'est pour faire la porte de secours, là, c'est ça? Ouais, exactement. Donc en fait, pour ceux qui, la plupart d'entre vous, vous connaissez pas le projet, je suis en train d'acheter en ce moment un immeuble de rapport sur lequel il y a un grand hangar et pour pouvoir l'exploiter, il faut que je crée une ouverture en plus. Et le problème, c'est que l'ouverture de sécurité donnera sur le parking du voisin qui est géré par une copropriété et c'est impossible de les vendre. Bref. Est-ce que le syndic, c'est pas Square Habitat par hasard? Non, pas cette fois. Même si j'ai eu beaucoup de problèmes avec d'autres syndics gérés par Spar Habitat. C'est parce que tu as eu beaucoup de problèmes, ouais. Ok, Ouais, bah écoute, on verra au fur et à mesure des semaines si ça s'arrange, mais je doute pas que ça le fasse. Pour commencer ce podcast, je t'ai ouais. sélectionné trois petites, on va dire, news de la semaine. Il y en a certaines qui sont d'actualité, d'autres pas forcément. J'ai envie de te Ok. questionner un petit peu sur des sujets auxquels t'es pas préparé. Est-ce que t'es prêt? Allez, let's go. Allez, ça marche. Premier article que j'ai déniché. Dans les articles un petit peu atypiques, l'une des premières fois que je t'ai rencontré, tu m'as parlé d'immobilier virtuel. Tu mettais un terme sur cet immobilier qui consiste à toujours regarder sans jamais passer à l'action. Ouais, Et c'est marrant parce que je suis tombé sur un article qui m'a fait bien rire. Le titre de l'article, c'est Real Estate Porn, quand les mètres carrés font fantasmer. ok. Le premier paragraphe, c'est, je te le fais sans la voix quand même, des couloirs voluptueux, de solides moulures, hauteur sous plafond sensationnelle, charme de l'ancien. Il semblerait que l'immobilier anime les Français. À l'image des addicts aux réseaux sociaux, passer beaucoup de temps à scroller les annonces immobilières, doperait l'hormone du plaisir, c'est ça que je trouvais très intéressant, la dopamine. Cette tendance, entre autres portée par les émissions télé, n'en a pas fini d'entretenir la flamme des passionnés d'immobilier. Se loger a mené l'enquête sur ce phénomène et je te passe la fin de l'article, mais il y avait des témoignages de personnes qui expliquaient que parfois ils faisaient quasiment des nuits blanches. Ils arrivaient au travail avec des cernes, tu sais, et quand on leur demandait qu'est-ce que tu as regardé comme série, ils répondaient bah non, j'ai juste regardé des châteaux à vendre ou des très belles Regardez. villas. Mais des choses qui souvent correspondent pas à la situation qu'ils ont, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu me fais comme retour un petit peu sur ça, toi? Mais ça m'étonne pas. C'est parce que je sais pas si tu as suivi la série Netflix qui est sortie il y a quelque temps, tu sais, Agence immobilier de Ouais, bien sûr, luxe. oui, j'ai regardé tous les épisodes Tu avec ma regardes. femme, ouais. En fait, moi aussi, j'adore regarder ce genre de conneries parce que je sais pas, t'es un peu happé par le truc, ça fait rêver. Mais alors, je pense que t'as deux postures parce que tu peux le regarder en mode c'est inaccessible donc je le désire, ou bien dans l'intention de un jour c'est moi, quoi. Ah ouais? Tu penses qu'il y a une vraie différence entre les deux? Bah ouais, ouais, c'est beaucoup dans la capacité des gens à se projeter. Mais tu sais, les gens souvent ils pensent, je trouve qu'ils pensent un peu trop petit. Hmm. T'as forcément des exemples autour de toi Ouais, de. ouais, très. Ah non, mais je regarde, mais je pourrais jamais me l'acheter. C'est pas fait Ouais, pour moi. Des trucs qui mettent beaucoup de distance au final ouais, avec le projet, quoi. c'est ça. Et dans le même délire, j'ai été tombé sur un article il y a quelques temps, un article qui parlait de mètres carrés ressentis. Ah Tu l'as vu oui, oui. Non, celui-là? alors j'ai pas lu l'article, mais je Incroyable. vois ce que tu vas dire. Un Ouais. agent IMO qui, genre, c'était une espèce de studio à Paris sous les combles, un truc. J'allais te dire, c'est forcément à Paris, Voilà. ouais. C'est obligé. Ça peut être que là-bas. Et du coup, il parle d'un appart qui doit faire, je sais pas, 30-40 mètres carrés et il marque mètres carrés ressentis, 60 mètres C'est carrés. exceptionnel. Mais ça, je pense qu'à la limite, ce sera un sujet d'un épisode complet. Je pense le top des annonces un peu immobilières, c'est un peu farfelu, genre. J'en ai vu passer des trucs comme ça aussi, ouais. Ils sont affreux. Ils sont affreux. Mais ok, mais c'est marrant parce que ça veut dire que toi, par exemple, quand tu regardes l'agence immobilière de luxe, je prends un exemple qui me vient en tête, le Hara, par exemple, des producteurs de maisons du monde. Je sais pas si tu te souviens. Tu sais, ils ont l'immense Ouais, château et en fait, vaguement. ils ont le très grand espace avec, tu sais, tous les chevaux parce que c'est la passion, je crois, du couple. Oui, je l'ai. Tu vois un peu Ouais, je l'ai. l'espèce de terrain et le bien est démentiel, quoi. Mais alors, aussi bien la structure, le terrain, la déco, tout est fou dans ce truc-là. Et donc, toi, quand tu vas regarder ça, tu vas
toujours le regarder sous un prisme de ça peut être un objectif potentiel, peut-être que je vais l'acheter. Tu le vois plutôt du côté de l'objectif? Moi, je le vois en construction de rêve. Ok. C'est un truc que je fais souvent, même avec ma compagne, Lita. Souvent, on part marcher, tu vois, et on se balade dans les quartiers où il y a des maisons qui sont sympas. En plus, à Biarritz. Et, mais tu sais, pas juste de l'autre côté de l'écran, tu vois. Hmm. On se balade, on s'imagine. On dit, ah, tiens, celle-là Ouais. me plaît bien. Ah, Ça, non, j'aime pas le bardage comme ça. Et je trouve que c'est un bon exercice parce que le fait de t'en rapprocher physiquement, en fait, tu t'en sens plus capable, Hmm. tu vois plus grand et, euh, et potentiellement tu traînes dans un secteur où il y a des gens qui sont beaucoup plus riches que toi, qui ont beaucoup mieux réussi que toi. De toute façon, ça tient vers le haut, quoi. Et c'est intéressant parce que si on parle de ça, c'est vrai que ton ancien métier, c'était quand même menuisier. Ouais. Tu as rénové beaucoup de biens dans ta carrière de menuisier, même si elle a été relativement courte, elle a été assez intense. On en parlait, c'était quand même plus d'une soixantaine de biens rénovés. Et Ouais. pour beaucoup, donc pour ceux qui ne le savent pas, nous on est à Biarritz, tous les deux. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de biens d'exception dans la région. Tu as été amené à rénover beaucoup de ces biens-là. Est-ce que tu penses que ça a créé un pont entre ton métier de menuisier de base et ton métier d'investisseur aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi la mise en contact de ces espaces un petit peu hors normes, la mise en contact relationnelle avec des personnes qui ont fait ce que tu fais aujourd'hui, mais qui à l'époque peut-être sortaient du cadre? Est-ce que tu penses que ça t'a vraiment fait progresser sur cette voie-là, ou est-ce que tu penses que tu avais déjà ça un petit peu en toi avant quand même? Ouais, un vrai progrès, ça c'est certain. Je te raconte une histoire rapidement, c'est ça que j'en parle pas de façon aussi poussée d'habitude, mais je me rappelle très bien. Je bosse dans l'atelier de mon ancien patron. Donc tu sais, j'ai été pendant 2 ans en alternance, en apprentissage. Mhm. Je bossais 6 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école. Donc j'étais à l'atelier, on fabriquait plein de trucs. Et puis ensuite, j'ai été menuisier en tant que salarié pendant 3-4 ans. Et le dernier employeur que j'avais, des fois, dans les jobs de menuiserie, tu sais, tu distingues celui qui fabrique, c'est pas le même menuisier qui va poser. Mhm. Et moi, souvent, dans mes fiches de fabrication, je voyais passer un monsieur Mial. Monsieur Mial. Il passait régulièrement dans mes fiches de fabrication. Et de temps en temps, j'étais amené à partir en chantier et je suis allé visiter du coup le chantier sur lequel j'étais en train de fabriquer des éléments. Des verrières en chêne, des meubles Oh la basques sur vache. mesure, Ah ouais. miroirs suspendus, de trucs de Ok. malade. Et ce gars, je le croise sur son chantier. Donc, je te pose le décor. Le mec est marchand de biens. Mhm. Il bosse 3-4 heures par semaine. C'est pas lui qui gère les chantiers, c'est un archi qui les gère. Et il fait entre 1 million et 2 millions de marge chaque année en tant que marchand de biens. Et moi, à ce moment-là, tu vois, j'ai 19 ans. Je crois que je viens d'avoir 19 ans. Et ça m'intrigue parce que ce gars, il gagne vachement bien sa vie. Jusqu'au jour où je lui pose la question, je lui propose d'aller boire un café. Tu vois, c'était un peu challengeant. J'hésite un peu avant de le En faire. Je me plus, t'es dis, jeune, il y a cet écart d'âge, t'es un peu impressionné. ouais, même pas tant que ça, et parce qu'il a 35 ans, tu vois. Ah, il est pas si vieux que ça, ouais. Il est pas si vieux que ça. Il réussit. Il a une vie de famille. Tu vois, le fait qu'il soit relativement jeune, etc. Je me dis, ça m'inspire. Parce que on en voit plein des gens qui ont 60 piges, qui ont Mhm. réussi, Mais c'est marrant parce qui ont qu'automatiquement, moi, je 80 le voyais ans. vieux, tu vois. Ouais, et ben tu vois, mais moi, je suis plus intéressé d'apprendre les histoires et d'apprendre les tips de ceux qui le sont devenus jeunes. Mhm. Et donc, j'invite ce gars à boire un café, hyper accessible, il accepte. Je bois un café avec lui, on discute, je lui parle un peu je lui pose plein de questions sur ses projets, je lui explique que moi aussi j'ai envie de me lancer, etc. Et il m'invite quelques temps après à boire le café à la maison chez lui. Et donc j'arrive chez lui, grosse terrasse, piscine, on est à Anglette, dans un des quartiers les plus chers d'Anglette, je sais pas si tu connais le quartier de Chiberta, Mhm. Anglette, Bien sûr. Ouais. truc de fou. Et, euh, et en fait, tu sais, c'est là que tu commences à te dire, et pourquoi pas moi? Mhm. C'est Et possible. pourquoi pas moi? Et sa baraque, je l'ai rénovée parce que il avait embauché l'entreprise, donc j'ai fait un agrandissement, il a fait un studio dans le jardin à Mhm. louer, j'ai fait du bardage, etc. Et le fait d'être infiniment plus compétent que lui sur les travaux, parce que c'est moi qui ai les mains dans la poussière, tu vois, sur ces chantiers. Et lui, bon, il a toutes ses compétences d'investisseur, tu vois, je me dis, oh, il y a un truc à jouer. Mhm. Et c'est là que je décide, en fait, de basculer de l'autre côté, de me dire, bon, mais tout ce que je sais, je vais le mettre au service, non pas juste de mon employeur, mais de mes projets perso, et je vais faire grossir la boule de neige, quoi. Ok, le déclic était là, quoi. Ouais. Mais donc, Ok. c'est vrai qu'il y a ce lien, surtout à Biarritz. Biarritz, c'est comme Paris en termes de prix au mètre carré.
Quand tu es en ville, c'est 8 000 € le mètre carré. Quand tu es front-mer, c'est jusqu'à 15-20 000 € le mètre carré. Donc, tu as des gens qui ont des moyens et le fait d'être le gars qui rénove leur bien, c'est vrai que ça a créé un pont, mais ça n'a pas créé chez tout le monde. Tu vois. Oui, parce que tu as été au final le seul à demander un café, par exemple. Ouais. Juste à proposer une discussion, une rencontre. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait. Ouais. Ouais. Ok. Je pense qu'on reparlera de Biarritz et ce genre de choses un petit peu après. Toi, tu as eu une inspiration, un truc qui t'a fait le déclic? Non, j'ai pas eu de déclic particulier. En fait, si, mais ce serait trop long, trop compliqué. Parce que mon déclic s'est fait en plusieurs temps et c'est pas fait sur l'immobilier. Moi, je t'en avais un petit peu parlé à la base, mais Ouais. l'immobilier, c'est vrai qu'en fait, moi, c'est marrant parce que c'était mon investissement un peu par dépit. En fait, c'est pas ça que je voulais faire de ma vie, mais je voulais me diversifier pour bâtir plusieurs sources de revenus, quoi. Et en fait, l'immobilier, ça a été la source de dépit au début. Et en fait, au bout de 3 ans, force est de constater que c'est la seule qui marchait. C'est-à-dire que j'ai essayé plein de trucs. Et en fait, c'est la seule qui fonctionnait vraiment. Et donc, c'est assez récemment, hein, c'est au début d'année, que j'ai décidé de me focaliser à fond dessus et de faire que ça, quoi. Stylé. Et puis, on verra comment se passe la suite. Stylé. Tu as rejoint le gang des tunnels ou J'ai rejoint le gang des tunnels, ouais. Maintenant, je vais me focaliser. En fait, je vais faire les compétences en T. Je vais me focaliser sur un truc. Et un peu comme toi, après, je diversifie dans des compétences qui n'ont rien à voir. Le surf, la musique, les trucs comme ça. Attends, il faut leur expliquer un peu ce que c'est le tunnel quand même. Alors, Parce qu'ils vont se dire, ils vont pas comprendre. le tunnel, en fait, c'est-à-dire que c'est vrai que Martin et moi, on s'est rencontrés. Je fais l'histoire en rapide, peut-être qu'on le fera plus long la prochaine fois. On s'est rencontrés il y a quasiment un an, au final, en fait, il y a presque un an. À l'époque, moi, j'étais en train de finir mon 3e immeuble de rapport. Toi, tu étais en pleine ascension sur Imo Evolution, sur la société. Nos chemins se sont croisés un petit peu à ce moment-là. Et c'est vrai que moi, j'ai cette tendance, à la base, à la dispersion. Moi, je suis toujours partout en même temps, partout à la fois, j'ai envie de tout faire tout le temps, etc. Et c'est vrai que quand on a commencé à bosser ensemble, quand je t'ai rejoint dans l'aventure Imo Evolution, moi, ce qui m'avait étonné, c'est toujours aujourd'hui, cette faculté à te focaliser sur un seul et même point et à être capable de bosser 10, 12, 14 heures par jour sur les mêmes choses tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 quasiment, quoi. Ouais. Et c'est cette espèce d'aspect un petit peu c'est tunnel, quoi. C'est-à-dire vraiment, il y a un truc et tu y vas à fond. Là où moi, c'est vrai que j'étais un petit peu plus dans tous les sens et ça m'a recentré un peu ces derniers mois quand même. Tu vois. Je suis moins sur le reste en ce moment. Et là, je passe en mode tunnel sur l'immobilier. Mais les réseaux sociaux, je pense que les réseaux sociaux, pardon, ils sont pas pour rien non plus dans cette dispersion. Ouais. Je pense on bouffe tellement d'informations rapidement, variées, etc. Et tout le monde te dit avoir trouvé la solution. Moi, je suis passé par cette phase aussi. Hein. C'est compliqué de faire le tri. En fait, le plus dur, je pense, sur les réseaux, c'est pas forcément le temps d'attention. Je pense qu'il y a aussi beaucoup le fait de se comparer. Ouais. Beaucoup. Et moi, je sais que j'ai supprimé TikTok il y a pas longtemps, par exemple. J'ai bloqué des fonctionnalités d'Instagram et je le bloque à certaines heures parce qu'en fait, je suis systématiquement, à l'époque, je me comparais beaucoup aux autres. Et j'ai des amis aujourd'hui qui ont mon âge, tu vois. On a commencé ensemble et qui ont déjà aujourd'hui, par exemple, le million sur le compte en banque. Mais ça n'a pas de sens de se comparer à ces personnes-là parce que ils n'ont pas eu les mêmes actions en place, ils n'ont pas tout fait pareil. Et il faut se comparer avec ce qu'on faisait hier. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un peu dangereux, quoi. Ouais. Donc le tunnel parce que on le fait à fond, on devient les meilleurs et puis ensuite. Parce que tu déboîtes, quoi. En parlant de tunnel, j'aimerais te parler de quelqu'un. Je sais que c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. Et j'aimerais te parler d'une affaire spécifiquement sur cette personne-là. Je te parle un petit peu de Bernard Tapie. Ouais. Et j'aimerais t'évoquer une affaire. Alors, crois-le ou non, j'ai découvert cette affaire il y a 48 heures. Je ne savais pas que ça avait existé avant ça. Okay. Autant j'ai suivi la série, j'aime bien Bernard Tapie, j'ai suivi un petit peu son histoire, mais c'est vrai que je ne suis pas un fan invétéré non plus. Juste dans le sens où je passe pas ma vie à regarder ce qu'il fait. Et j'ai entendu parler de l'affaire Bokassa. Est-ce que ça te dit un truc, l'affaire Bokassa et Bernard Tapie? Et je pense que je l'ai entendu, mais pas il y a 48 heures, mais il y a une semaine. Ok. Bon, alors c'est impeccable parce que du coup, on pourra avoir un retour là-dessus. En fait, j'en ai entendu parler. Ce qui s'est passé, je remets le contexte rapidement. Donc, Bernard Tapie, déjà à l'époque de l'affaire Bokassa, est un homme d'affaires extrêmement talentueux. Lui, je sais pas s'il est dans le gang des tunnels, lui. Non, alors lui, du coup, il est dans mon gang, mais sauf qu'il arrive à être tunnel sur 10, 15 trucs en même temps. Lui, il est vraiment dans le niveau du dessus, quoi. Mais toujours est-il qu'à l'époque, effectivement, il a fait plein de choses, tout a réussi, il a fait beaucoup d'argent. C'est déjà un entrepreneur à succès, à la fois dans les réussites de ses entreprises, mais aussi financièrement. Donc, il a beaucoup, beaucoup d'argent. Et il se passe que en Centrafrique, si je dis pas de bêtises, je suis désolé, j'ai pas forcément tous les détails, Bokassa, dictateur, se fait un petit peu remettre en place par la France, pour ne pas dire complètement exclu du pays. Ce qui se passe, c'est que Bokassa a énormément de propriétés en France, valorisées pour à peu près 125 millions
120 millions d'euros, de francs, pardon, Ouais. à l'époque. Des Donc, c'est, hôtels, des châteaux. des hôtels, des châteaux, des propriétés vraiment exceptionnelles, quoi. Ouais. Ce qui se passe, c'est que Bernard Tapie, alors ça c'est quelque chose, je donne pas mon avis, mais je trouve ça fou quand même. Bernard Tapie se dit, tiens, c'est marrant, il y a un coup à jouer. Parce que c'est la France qui l'a sorti de son propre pays. Or, Bokassa a énormément de patrimoine en France. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va se faire saisir sous peu. Bernard Tapie contacte Bokassa, le rencontre et lui dit, écoute, c'est très simple, la France t'a exclu de ton pays. Je te laisse imaginer ce qui va se passer de tout ce que tu as amassé en France aujourd'hui et du patrimoine. Alors moi, ce que je te propose, c'est de tout racheter aujourd'hui pour 10% de la valeur. 12 500 000 francs à l'époque, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qu'il lui met en face, c'est soit tu prends cet argent et tu récupères un petit peu, soit demain, tu perds tout. J'abrège rapidement, l'affaire se conclut, Tapie récupère tout ça, et en fait, il prend tous les biens qu'il a rachetés, et son but, c'était de les donner à l'UNICEF, en plus de ça. Alors là, je trouve que c'est la deuxième partie incroyable de l'histoire, pour les donner à l'UNICEF. Finalement, s'ensuit une attaque en justice de la part de Bokassa pour ce qu'on appelle il s'est fait, enfin, il estime s'être fait léser sur la vente parce que 10% du prix global, c'est considéré comme on a lésé le vendeur dans la transaction. C'est lui qui signe pourtant. C'est lui qui signe pourtant, la vente est annulée, tout revient à Bokassa et je n'ai Ouais. pas la suite de l'histoire, mais je crois que pas grand-chose n'a été saisi. Et je trouve que c'est une histoire folle, à la fois immobilier, entrepreneur, en plus de quelqu'un que t'aimes bien. Et toi qui l'as vu il y a pas longtemps, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé quand tu l'as vu, cette histoire? Le coût est énorme. Il est pas allé jusqu'au bout. Mais moi, ce que je trouve plus grand encore, c'est qu'il. Tu sais, il y a ce truc quand tu es entrepreneur de garder une bonne image, surtout lui, où à chaque fois qu'il passait quelque part, il se faisait quelques amis, mais beaucoup d'ennemis. Ouais, surtout, ouais. Et je trouve ça fort le fait, tu sais, qu'il utilise ses compétences business dans le fait de redonner, dans le fait de distribuer, tu vois, de retransmettre ce truc-là. Alors, c'était l'association, je sais plus laquelle. UNICEF. UNICEF, ouais. De retransmettre ça à l'UNICEF. Et c'est vrai que c'est un peu du marketing aussi autour de ça, hein, tu vois. Mais, parce que parce que forcément, la ça a grande fait histoire, parler, c'est qu'avant, il n'était pas très connu. Ouais. Et après cette histoire, c'est vrai qu'il a eu quand même, et c'est quelqu'un qui a dit ça, même si l'intention, je pense, est louable, c'est quand même, au final, il a dû payer 100 000 francs de dommages et intérêts à Bokassa. Mais c'est en termes de coût marketing, il a fait la une du New York Times à Ouais. l'époque, pour un entrepreneur français quand même, tu vois. Donc, ça lui coûte quasiment rien. Il fait un coup de fou. Médiatisation à fond. Il améliore son image. Il se fait connaître. Enfin, franchement, C'est du génie, quoi. ouais, gagnant sur tous les tableaux. Même si ça s'est pas fait, de toute façon, il est ressorti gagnant. Est-ce que tu aimerais, toi, faire une opération comme ça, par exemple, un jour? Moi, je trouve ça fou, t'imagines, acquérir 125 millions de patrimoine pour Ouais. 12 millions 5, quoi. Ouais. Alors, est-ce que ce serait ce style? J'en sais rien, tu vois. J'en sais rien pour l'instant, mais je pense, ouais, à un moment donné, quand t'es beaucoup monté, ça commence à être juste de redonner beaucoup aussi, quoi. Ok, intéressant. Et C'est quoi ta posture, toi, là-dessus? moi, je suis d'accord qu'il faut. En fait, je suis d'accord avec le concept de donner pour recevoir qu'on entend beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à donner. Euh, je donne du sang, je donne un peu de mon temps, mais de l'argent, je suis tellement tout le temps en train de le réinvestir en ce moment que c'est un peu compliqué. Il faut que je mette ça en place. Mais je m'intéressais à une question aussi. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux types que ce soit dans l'immobilier ou dans n'importe quel type de business. Ouais. Je trouve qu'il y a toujours deux types de personnes. Et cette affaire, je trouve qu'elle est révélatrice de qui est Bernard Tapie au final, et je pense que ça se voit dans tous ces types de business. Tu as toujours, je trouve, les opportunistes, ceux qui sautent un petit peu d'opportunité en opportunité, Ouais. ce qui est pas mauvais, tu vois, mais Bernard Tapie, il rachète, il monte, il vend, opportunité, et il est toujours dans ce concept de faire des coups, tu vois, ce qui a très bien marché pour lui jusqu'à Adidas. Et je trouve qu'il y a un deuxième type de personnes qui sont plus dans quelque chose qu'on va allonger sur la durée et bâtir là-dessus, tu vois. Et toi qui aimes Bernard Tapie, c'est marrant parce que je te vois aujourd'hui faire quand même plutôt l'inverse. Je n'ai pas l'impression que tu sois quelqu'un qui saute un petit peu de business en business, tu es plutôt sur la longueur. Donc c'est Ouais. marrant, pourquoi autant apprécier le personnage sans pour autant copier un petit peu sa méthode, sa manière de faire? Comment tu te vois, comment tu le vois lui sur ces éléments-là, toi? Mais parce que moi, Bernard Tapie, de ce que j'ai de son histoire, c'est qu'il n'a pas démarré avec 15 trucs en même temps. C'est qu'il démarrait sur un, il devenait le meilleur. Ça fonctionnait ou ça fonctionnait pas, mais à chaque fois, il avait un plan d'action, il mettait des actions folles en place pour que ça fonctionne. Et ensuite, il passait au truc d'après, et peut-être qu'il le mettait en gestion, etc. Mais pour moi, il n'entreprenait pas 15 marchés en même temps.
Ok. tu vois. Donc, en ce sens, je me compare pas du tout à Bernard Tapie, tu vois, je reste très humble. Euh, mais je crois que effectivement, j'en fais un, j'essaie de devenir le meilleur. Et puis, tu vois, je commençais par de la coloc. J'ai pas fait une coloc, une location courte durée, un immeuble. J'ai fait Hmm. coloc, 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 coloc. Ensuite, je suis passé à autre chose, quoi. Ok. Ok. Donc performer quand même dans un domaine, quoi. Ouais. Ok. Intéressant. Troisième point, qui n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Mais j'ai vu ça, ça m'a fait. En fait, ça m'a rendu perplexe. Je vais te Ok. montrer une photo et tu vas me dire un petit peu ce que tu en penses. Peut-être que tu l'as vu passer. Est-ce que tu vois ce que c'est que ce projet qui est à l'étude aujourd'hui? Alors, pas du tout. C'est un projet d'une. En fait, New York a envie de Ouais, c'est New faire York. construire des. C'est New York. Ouais, Qui a envie de faire construire des gratte-ciel, etc. je Donc vois il y a plusieurs l'Empire. projets à Ouais. l'étude. Et parmi ces projets-là, il y a celui-ci qui serait officiellement la tour la plus haute, entre guillemets, du monde, puisque sa longueur, du coup, en forme d'arc de cercle, atteindrait 1200 mètres. Ok. Et c'est vrai que nous, on est habitué à des projets très classiques, des appartements, des colocations, des immeubles de rapport, des choses comme ça. Euh, c'est quoi ton impression quand tu vois ce genre de projet, ce genre de business? Est-ce que c'est des choses qui t'intéressent, qui te donnent envie, qui te font vibrer? Ou pas du tout, par exemple? Aujourd'hui, non. Mais je pense que le truc qui me fait pas vibrer sur le projet, c'est que c'est pas en France déjà. Hmm. Moi, je suis amoureux de la France. Ouais. Moi, j'adore la Ça, je France. sais, à chaque fois J'adore qu'on faire en des parle. projets en France. Je me vois pas, pour l'instant, habiter ailleurs qu'en France. Et c'est des projets qui sont super et qui s'adressent. En plus, c'est juste à côté de la tour. Je sais plus comment ça s'appelle, la tour miroir là, qui est pile en face du Central Park. J'y étais en septembre Ah, l'année je saurais dernière. pas te dire. Quand tu vas au pied de cette tour, elle est complètement folle. Et si ce type de projet existe, c'est parce qu'il y a des gens pour l'acheter de toute façon. Donc, les promoteurs répondent à un besoin. Maintenant, personnellement, faire ce type de projet, ça m'intéresse pas encore, Ok. tu vois. Mais en France, si tu l'imagines en France, pas à New Ouais, York, tu vois. mais même en France, moi, je pense que tu vois, j'ai été un peu trop piqué par la rénovation en tant que Mhm. menuisier. Pour l'instant, je me visualise pas encore dans la promotion Ok. parce que Même plus classique, même faire un petit immeuble de 10 appartements, tu vois, en promotion, en neuf, etc. Pas du tout. un peu plus parce que ça se rapproche un peu Mhm. plus de ce qu'on fait, tu vois. Mais commercial, oui. Immeuble de rapport, colocation, location courte durée, même si les deux derniers, plus t'avances, moins t'en fais. Pour l'instant, non, pas de promotion, quoi. Ok. C'est pas un truc. Et tu vois, c'est dans les règles aussi qu'on enseigne aux clients aujourd'hui. C'est que tu lances un projet, pas pour les chiffres, mais parce que aussi il te fait vibrer. Tu vois, c'est dans les règles des associations qu'on donne. Quand tu t'associes avec quelqu'un, on a trois règles. Numéro un, c'est qu'il faut avoir une vision similaire de l'argent. Numéro 2, c'est qu'il faut que le projet les fasse tous les deux vibrer. Parce que si ce n'est pas le cas, ça fonctionnera pas dans le temps. Et numéro 3, il ne faut pas que ce soit deux fois le même profil. Ce pas deux personnes qui se ressemblent qui s'associent. Il faut qu'il y ait un truc qui complète, quoi. Et donc justement, dans cette notion de projet qui fait vibrer, c'est important parce qu'il y a tellement il y a des problèmes dans l'immobilier à chaque fois à régler. Je pense que Je pense qu'on en fera un podcast de celui-là. ouais, Je pense qu'on en parlera. on a toujours beaucoup pour entreprendre dans l'immobilier, pour être investisseur, faut aimer régler, gérer des problèmes et faire des process pour plus qu'il y en ait par la suite, pour plus avoir les mêmes en tout cas. Mhm. Ouais. Et donc Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Je pense pas. non, je pense A pas. priori pas. Mais a priori, voilà, si tu fais un truc et que ça te fait pas vibrer, tu tiendras pas avec les problèmes à gérer. Ok. Et c'est intéressant parce que tu dis que sur des projets de base du début, toi, tu as fait beaucoup de colocations, Mm. beaucoup de locations courte durée. Euh, et tu dis que c'est plus forcément la typologie de projet que tu fais aujourd'hui, que tu vises. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es en train de changer de type d'investissement, de permuter un petit peu tout ça? Est-ce que tu vas arbitrer? Qu'est-ce que tu Ouais, bah vois pour alors, l'avenir, toi? arbitrage déjà, j'en ai déjà fait, je vais continuer d'en faire. Mais en fait, le principal point, c'est que quand Martin il se lance et il gagne 1 500 € par mois en tant que menuisier, euh, l'objectif qu'il y a derrière le fait de faire des projets locatifs, il n'est pas le même que Martin qui a quitté son job parce qu'il est devenu libre financièrement, qui entreprend, qui a 3 sociétés et qui fait gonfler l'écosystème, tu vois. Donc aujourd'hui, je suis de toute façon, plus le temps passe, un peu moins dans une dynamique cash flow.
Rendement élevé, bien sûr, mais amortir du patrimoine, sécuriser, investir non plus sur la base d'un salaire, mais sur la base de gains d'entreprise aussi, tu vois, parce que c'est ça, il y a le niveau 1, c'est je passe de peut-être salarié ou indépendant à autonome, indépendant financièrement. Une fois que je suis indépendant, ben, il y a un autre cap à aller chercher, c'est la liberté financière. C'est pas le même. Et, euh, et voilà, donc il y a dans la plupart des cas un step entrepreneurial, monter une affaire, etc., qui passe entre. Parce que quand on cherche la liberté, on reste pas forcément salarié toute sa vie. En tout cas, c'était pas la façon dont moi je voyais les choses. Tu dirais que du coup, là, tu as passé le step 1 à peu près. Tu es sur le step 2. Ouais, step indépendance financière. Ensuite, j'aime bien, tu vois, parler du fait d'entreprendre dans des domaines qui te servent sur tes investissements, qui te donnent un avantage concurrentiel sur tes investissements. Moi, par exemple, c'est quoi? C'est la menuiserie Martin. Ben, comme c'est une société qui sert à fournir la décoration et les meubles à nos clients, ben, aujourd'hui, ça me permet aussi, à titre personnel, de meubler mes appartes pour que dalle, quoi. C'est un investisseur qui avait parlé de ça. J'ai trouvé ça intéressant dans le livre que je lis en ce Ouais. moment, Les Titans de l'immobilier. Euh, Il y en a un qui donne un conseil que j'ai trouvé intéressant et qui résonne avec ce que tu dis là. C'est il essaye toujours d'avoir quelque chose gratuit. Mm. De toujours avoir quelque chose gratuitement. Donc par exemple, il expliquait qu'il achète un terrain. Je dis pas, peut-être 500 000 $, un truc comme ça. Ouais. Il explique que il revend la moitié du terrain à quelqu'un qui connaît, qui a besoin de terrain, il le revend 500 000 $ parce que c'est le budget de l'autre personne. Il garde l'autre moitié qu'il a eu gratuitement du coup. Et ça, c'est père riche, père pauvre. Et il se crée comme ça des avantages un petit peu, un petit peu. C'est l'idée. Ouais. Mais il explique des choses comme ça. Et moi, je connais des entrepreneurs qui font ça aussi, qui rénovent des bâtiments, qui vont faire 5 appartements dedans, se garder le sixième, et en fait, la vente des 5 paye le sixième. Ouais. Et donc, sur un coup, tu gagnes un peu d'argent, mais quand ça fait 5, 10, 15, 20 ans que tu fais ça, qu'évidemment tu montes les projets de plus en plus gros, de plus en plus importants, etc., au bout de 20 ans, tu as un patrimoine quasiment gratuit Donc ça, c'est génial. qui t'apporte ça. Ça, c'est génial, ça. Ça c'est, tu vois, ça, c'est le genre de coup qui me. Ouais, Tu vois. ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça aussi, c'est Ça, le genre de c'est truc sur lequel j'ai envie de stimulant. passer Bah ouais. après, ouais. Puis on avait regardé la vidéo l'autre jour, tu sais, du gars qui. Le mec avait voulu racheter Quick, là, tu sais, une des 500. Un gars qui a été une des 500 plus grosses fortunes Oui, en oui, France. oui, celui qui a fait les Nabab Kebab. Ouais, Ouais, je sais plus exactement. comment il s'appelle, mais je vois très bien, ouais. Très fort et c'est intéressant parce que tu vois, il en parle publiquement sur YouTube de ses stratégies qui sont quand même qui sont pas aussi populaires que l'immeuble de rapport, la coloc, les autres stratégies qu'on voit Carrément. sur Internet. Et c'est vrai que quand tu commences à comprendre aussi le fonctionnement d'une entreprise combiné au levier de l'investissement immobilier, après tu bascules dans des steps différentes, quoi. Bah, écoute, C'est peut-être qu'on énorme. l'invitera, peut-être qu'il passera un jour nous voir et qu'on en discutera avec lui. Je sais C'est qu'il a ça. fait un podcast, je crois qu'il n'en a pas refait depuis. Ouais. Ça pourrait être intéressant. C'est ça, ambitieux. Premier podcast, si tu nous écoutes. C'est clair. Passe nous voir, on a Biarritz. En plus, c'est une très très belle région. Il y a plein de bons coups à faire ici. Ok, très intéressant. Alors, je vais te faire écouter maintenant des questions qu'on a reçues. Mm. Certains de nos clients, questions qui sont intéressantes. Je vais te les faire écouter en vocal tout de suite et tu vas me dire un petit peu ce que tu en penses. Alors, on va commencer avec une question de Florie. Je te mets le son à fond. Coucou à tous, ben voilà, moi je voulais savoir justement si je fais réestimer mon bien principal et qu'il a du coup pris un petit peu de valeur, est-ce que ça pouvait avoir un impact positif pour être plus crédible face à un banquier, voilà, pour un futur projet d'achat immobilier? Voilà ma question. Merci, belle journée à tous. Petite question de Florie. Qu'est-ce que tu en Florie. penses? Alors la réponse est oui, bien sûr, ça va t'aider. Et ça t'aidera d'autant plus si tu n'as pas déjà une hypothèque sur ta résidence principale. Parce que, en fait, la banque, elle peut regarder la façon dont elle te prête de plusieurs façons. Alors quand c'est sur un tout premier projet immobilier, le cas de Florie rentre pas en compte, mais quand du coup tu as déjà acheté un premier appartement ou acheté déjà ta résidence principale, le fait que tu l'aies bien acheté, que ça se soit valorisé, le banquier, en te suivant sur un nouveau financement, il prend un risque plus faible si tu mets en hypothèque le premier bien que tu avais. Par exemple,
je sais pas, tu gagnes 2000 euros par mois, tu as déjà un crédit de 600, 700 euros sur ta résidence principale, tu veux faire un autre projet, ben c'est possible d'arriver à lever et dépasser l'endettement classique à la banque si tu mets l'ancien bien que tu as déjà acheté en hypothèque, parce que demain, s'il y a un défaut de paiement, le banquier ne saisit pas que le premier bien, il a aussi une valeur à saisir sur le deuxième, et donc en fait, il prend moins de risques à te financer et à aller au-delà. Donc bien sûr, si tu investis correctement, c'est important de le dire. C'est quand même un élément important, Tu c'est mets pas sûr. ta baraque, ta résidence principale en hypothèque si tu sais pas investir. Mais si investis intelligemment, que tu es dans des stratégies rentables, sécuritaires, comme on en parle, la coloc, l'immeuble de rapport, la stratégie hybride, ou que tu fais du commercial un peu diversifié, a priori, Faudrait pas trop de risques, quoi. tu level up plus vite, quoi. C'est sûr. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, hein, dans un dossier bancaire, de montrer par A plus B que voilà, regardez les lignes de crédit qui restent à rembourser, regardez la valeur des biens aujourd'hui, parce que dans certains secteurs, j'avais fait plus de 50% de plus-value en l'espace de 3-4 ans. Ça, Ouais, c'est clair. Puis ça, c'est les chiffres. Mais Ouais. après, tu montres aussi ta capacité d'être un bon investisseur, une bonne investisseuse, c'est surtout ça. qui est un peu, qui rentre pas dans les chiffres, mais qui est important aussi, quoi. Ok, intéressant. Carrément. Question de Jeanne. Salut Martin, j'espère que ça va. Alors ma question est, comment arrives-tu à ce que tu plannings auparavant tes moments avec tes proches dans ta vie perso, avec tout ce que tu as géré, ou tu fais un peu comme va le jour. Hmm. Ça me fait rire parce que Jeanne, il est en train de faire sa coloc, il est déjà en train de se projeter sur 2-3 immeubles de rapport, il est en train de se dire comment je vais gérer tout ça. Mais Gênes, il a une mindset Ouais, de fou, lui. Sans problème. Militaire, il y connaissait rien du tout. C'est parti, première coloc, et là, il enchaîne avec un immeuble. Est-ce que je fais des plannings pour voir mes proches? Non, pas vraiment. En fait, je remarque que plus j'avance, plus j'ai de trucs à gérer aussi, parce qu'il n'y a pas que les projets IMO, il y a IMO Évolution, sur lequel il y a 200 de nos clients qu'on aide au quotidien à réussir leur projet IMO. Il y a la menuiserie Martin, les commandes de meubles, les holdings, la gestion, le comptable, etc. Tout l'administratif et les lois en France. Je remarque que je passe un peu moins de temps avec ma famille qu'auparavant, mais les moments que je passe avec eux sont de bien meilleure qualité. Par exemple, il y a moins de moments où on est ensemble pendant un week-end entier et tu sais, pendant un week-end, tu fais pas des trucs à chaque moment, quoi. Hmm. Je passe souvent des moments plus courts, mais où on fait des trucs. Et C'est plus intense, quoi. c'est beaucoup plus intense. Et donc, du coup, est-ce que je planifie? Il faut forcément pour que ça passe un peu dans l'agenda quand même. Mais non, je suis assez spontané, moi. Ok. Question intéressante de Jeanne. Question de Karim. Hey, Salut Martin. Ben écoute, petite question, comment enchaîner les projets sans être bloqué par l'auto d'endettement? Parce qu'à un moment donné, on va être bloqué et aussi bien si je fais au nom propre qu'en SCI, on va quand même regarder mes revenus. Et voilà quoi. Donc voilà. Vous être très intéressante parce que à la fois, je sais que c'est une question que beaucoup de Françaises se posent, mais c'est une question que beaucoup de clients se posent aussi quand ils arrivent. Ouais. Se demander mais comment je fais pour enchaîner, comment est-ce qu'on fait, parce qu'on a toujours en tête 35% bloqué, banque, etc. C'est Karine de Lyon? Ouais, tout à fait. Ok. Militaire lui aussi, tiens. Beaucoup de Dédicace aux militaires sur ce podcast. Comment on fait pour enchaîner? En fait, il y a pas qu'une seule bonne réponse à ça. Je dirais que ça part tout d'abord du chemin que tu veux donner à tes investissements. Tu vois, moi au début, j'avais besoin d'un revenu complémentaire, donc patrimoine en nom propre. Et ensuite, une fois que j'avais atteint un certain niveau, je cherchais à continuer de faire des projets, donc je bascule plutôt en association, en SCI, etc. Il ne faut pas se créer la croyance qu'on va être bloqué si on a des crédits, parce que c'est toujours les mêmes points. Si je suis capable de montrer aux banquiers que quand ils me prêtent, ça se passe bien, je commence à devenir un client un peu rare dans l'entreprise bancaire. Donc, j'arrive à avoir des financements qui vont au-delà des quotas. Les banquiers peuvent octroyer pour 20%
de leurs clients des conditions qui vont au-delà des normes du HCSF, donc en termes d'apport, en termes de taux sur le crédit, en termes de durée, en termes de taux d'endettement. Donc ça, c'est le premier point. Donc si tu fais des projets qui sont rentables, qui dégagent du cash flow et qui s'autofinancent pas, on le répète à chaque fois, mais l'autofinancement, c'est la mort pour un investisseur qui cherche à devenir plus indépendant, plus libre. Ça s'appelle faire de l'investissement patrimonial. Et c'est pas quand tu gagnes 2, 3, 4 000 balles par mois que tu fais de l'investissement patrimonial. C'est quand peut-être tu as 300, 500 000, 1 million d'euros à placer que tu commences à faire du patrimonial. Sinon, c'est trop lent. Donc, si tu fais ça et que dès le départ, tu choisis la bonne fiscalité, faut savoir un truc, c'est que par exemple, l'endettement en nom propre te bride sur les futurs crédits en nom propre que tu veux faire, mais aussi les crédits en SCI ou en société ou en SARL de famille, etc. Mais ça ne fonctionne pas dans l'autre sens. Si tu fais un endettement professionnel, ça se passe un peu différemment. Donc, il faut connaître bien le fonctionnement bancaire et il faut avoir une compréhension globale de la fiscalité pour éviter ça. Mais donc, la base, c'est de faire du rentable. Mais complètement, surtout qu'en plus, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, le hack en France, aujourd'hui, la niche fiscale française qui permet de payer le moins d'impôts possible, non pas que l'impôt soit forcément une mauvaise chose, ce sera peut-être un autre débat, mais évidemment, on n'a pas forcément envie de se prendre les 70% cumulés en pleine face. Donc, quand on arrive à optimiser un petit peu cet impôt, la vraie niche fiscale aujourd'hui, c'est les sociétés. En France, c'est ce qui permet, en fait, au final, de payer le moins d'impôts et d'enchaîner. Et au niveau des projets immobiliers, en fait, ce à quoi les gens ne font pas forcément attention, c'est qu'ils sont habitués à lever de la dette sur leur situation. Et il y a aussi un élément dont tu as parlé tout à l'heure, qui est très intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu as des sociétés qui ont un peu d'ancienneté, qui font de l'argent, qui ont de la trésorerie, en fait, tu vas plus emprunter sur ta situation à toi, sur la base de ta situation, mais sur la base de la situation de la société. Et là, tu empruntes plus, tu lèves plus vite, c'est complètement différent. Et c'est ça le hack aussi, qui fait que, et on en parlait encore il n'y a pas longtemps, toi tu me dis les prochains bureaux, je vais les acheter. Tu vois, parce que, évidemment, toi, en perso aujourd'hui, tu n'achètes pas des bureaux à Biarritz. Mais rien à voir avec la situation de la société qui, elle, peut ensuite s'endetter plus pour aller chercher plus de biens, etc. C'est clair. Et c'est un peu la différenciation, quoi. Et ça, tout le monde ne le voit pas. Ouais. Dernière question. T'avais vu le projet qu'il a fait, Karim, ou pas? Non, j'étais pas encore là. Karim, lui, je crois qu'il était sur l'accompagnement d'octobre. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais pas encore allé. Il avait déjà acheté sa résidence principale, très peu de temps dispo parce qu'en mission toute la semaine. Et il est allé claquer un immeuble de rapport, un projet, travaux compris, entre 250 et 300 000 euros. Je pensais qu'il avait fait une coloc. Et avec un cash flow de fou. Incroyable. De toute façon, Karim, on le voit. Ouais. Dans Non, c'est pas une coloc, hein, les gars, 3-4 appartements, je crois. Ok. Un truc comme ça. C'est les militaires. Ouais. Déterminés. Intéressant, on verra ça avec lui. Et dernière question de Thibaut. Alors moi j'ai une question. Ce serait comment est-ce que tu ferais, Martin, pour continuer à faire grandir ta communauté Imo Evolution en termes de nombre d'adhérents et d'inscriptions, etc. Et continuer à garder la même qualité de service en termes d'accompagnement pour la réussite de tes clients. Très drôle, ça. Thibaut qui est très soucieux qui vient de signer son offre de prêt pour l'immeuble là. Qui veut savoir si on sera bien avec lui pour les étapes. Et bien alors Thibaut, c'est très simple, dans l'entrepreneuriat, ça s'appelle le scaling. Et comment ça fonctionne? Et ben c'est très simple, aujourd'hui c'est moi et Arthur qui nous occupons des clients. Et ben demain ce sera moi, Arthur, peut-être une troisième, une quatrième personne. C'est en augmentant le nombre de personnes compétentes dans l'entreprise qu'on pourra garder cette personnalisation. Et toujours Martin sur les coachings small group training, sur les premiers coachings individuels où on crée la stratégie ensemble et régulièrement en immersion comme on va faire avec lui. C'est quand qu'on fait son immersion d'ailleurs à Thibaut? On y va le 22 septembre, dans un peu moins d'un mois, 3 semaines à peu près. Juste avant l'apéro IMO. Juste avant l'apéro IMO, ouais, c'est ça. Et oui, parce que Thibaut est de Lyon. Et ouais, parce que pour rappel, on est sur les groupes aujourd'hui 200, 210 à peu près. Ouais. Donc ça fait du monde à gérer. Et aujourd'hui, tout se passe très bien. Puis évidemment, étant donné qu'on est là pour du long terme, c'est avec la qualité qu'on performe. Hein. Il n'y a pas de secret. Mais alors, petite précision quand même importante, sur les groupes, donc aujourd'hui, on a 210
210 clients au total. Ouais. Mais on ne coach pas 210 clients en même temps. La façon dont on le fait, c'est qu'on fait des small group training, justement, où par session, on lance une session tous les 3 mois, quelque chose comme ça, 2-3 mois. Chaque session, on met 20-30 personnes motivées ensemble. Et là, on peut garder cette proximité. On connaît tous les projets de tout le monde, les situations de tout le monde. Donc ça ne va pas changer, quoi. Et On pour lancera nous, ça peut-être permet aussi d'avoir des les trucs sessions, un peu en même temps, quoi. Ouais, C'est un peu comme des économies d'échelle. On n'est pas dispersé, étant donné qu'on démarre des sessions ensemble. Ça permet d'accompagner les personnes ensemble sur les sessions, quoi. c'est ça. Ok, c'était tout pour les questions. Excellent. On va finir. J'aime beaucoup le format avec les questions de la communauté. Et des C'est pas mal, clients. hein. C'est pas mal, hein. La prochaine fois, il faudrait que j'ai de la batterie, un peu plus de batterie sur l'iPad. Mais non, c'est sympa, ouais. On a peut-être reçu plus depuis. Je suis désolé si on les a pas mises dans le podcast. J'ai pris toutes celles qu'on a reçues avant le podcast. Ne soyez pas vexés. Et on va finir avec un j'achète pas. Ok. Je vais te présenter trois biens différents, très rapidement. Ça va faire du boulot au montage, ça. Et tu vas me dire, ça va faire un maximum de boulot au montage, ouais. Et tu vas me dire si t'achètes ou si t'achètes pas. Alors, Allez. attention, je te donne le titre. Juste avec le titre, tu vas peut-être trouver où c'est. Mise de fonds de 10%, plan de paiement facile, ROI élevé. On est sur un 3 pièces, 2 chambres, 2 salles de bain, 90 mètres carrés, pour 300 000 € à Dubaï. Le grand débat. J'achète ou j'achète pas? Alba Résidence, t'achètes ou t'achètes pas? 10% de fonds propres? Si tu veux des petites photos, ça ressemble à ça. 10% de fonds propres, plan de financement facilité. Dubaï, ça a beaucoup baissé par rapport à avant. C'est vrai qu'on a souvent en tête les 30% de mise de fonds de départ. Ça a vachement baissé et il paraît, alors je te dis ça, c'est un avis que j'ai pas plus poussé que ça. Il paraît qu'aujourd'hui, les conditions de financement commencent à se rapprocher de plus en plus des conditions de financement françaises, qui sont parmi les meilleures. Ok. Alors, mon avis sur l'achat, parce que c'est de la promotion, c'est du neuf, c'est qu'il faut avoir plusieurs points en tête à l'esprit quand on achète. Le premier, c'est de se dire, ok, quel est l'objectif? Parce que si je place dans un projet comme ça, on peut avoir un ROI qui peut être relativement élevé. C'est faisable, même si on n'a pas les rendements les plus élevés sur du neuf. C'est surtout sur de la réno qu'on les aura parce que ça fait peur. Ça demande plus de compétences à gérer. Donc forcément, les négos sont plus importantes et tout ce qui suit. Sur ce type de projet, le risque principal, c'est que tu achètes neuf et demain, si tu veux revendre, tu revends ancien. Et là, ça, les gens ont tendance à le sous-estimer. Alors, un marché porteur, why not? Maintenant, c'est quoi la hype de Dubaï en ce moment? Je la connais pas, j'y investis pas. Si ce n'est que j'ai entendu beaucoup de monde parler de l'investissement immobilier à Dubaï. Et donc, en tirant des conclusions hâtives, tu vois, je peux à peu près dire que si on est pas trop loin du haut de la bulle, c'est sûrement au moment où le plus de personnes en parlent. Ouais. Quoi. En fait, c'est toujours tellement difficile de savoir où t'en es. Ouais. Parce qu'après coup, c'est super facile de dire non, mais c'était évident que c'était une bulle spéculative, tu vois, Internet, les cryptos, peu importe. Mais quand t'es dedans, J'ai pas la tu boule te de. demandes toujours est-ce qu'on est en haut ou est-ce qu'il y a encore des choses à aller chercher après, tu vois. C'est Ouais, toujours pas facile de se placer, ouais. bien sûr. Et c'est pas pour rien que faire une étude de marché hyper approfondie, c'est la base de l'investissement. Tu vois. Nous, quand on fait une étude de marché, on a 25 critères qu'on valide avec nos clients avant même de commencer à faire les visites. Donc, pourquoi pas? Maintenant, j'investis à l'étranger si je ne sais pas comment investir déjà proche de chez moi, placer des fonds à l'étranger, moyennement intéressant. Et moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas des conditions particulières à remplir pour obtenir le financement à Dubaï? Alors, j'ai pas la réponse complète à cette question, mais je crois que non. Ok. Dubaï, c'est pas comme en France, t'as pas forcément de dossier à amener. En fait, je crois qu'il y a un grand système de confiance. Et en fait, tu mets toujours de l'argent en upfront. Ouais. Et en fait, si au bout d'un certain temps, tu remplis pas les conditions, tu perds cet argent-là. Donc, c'est pour ça qu'à Dubaï, il y a toujours ce système d'upfront qu'aujourd'hui, il n'y a pas en France et qui est quand même génial en France, où tu peux lever de la dette à 110% sans jamais avoir à rien décaisser. Là-bas, c'est un petit peu différent. Maintenant, j'ai pas tous les éléments non plus pour te répondre. Ok. Je dirais que ça a un avantage et l'inconvénient de son avantage.
Donc l'avantage, c'est que oui, apparemment, tu peux faire de l'immobilier à levier. Et c'est la seule chose qui rend l'immobilier intéressant, c'est quand tu n'achètes pas en cash, c'est quand tu achètes à crédit. Mais tu as l'inconvénient que pour pouvoir faire ce type de montage, ce sera sur du neuf. Ouais. Mais c'est intéressant parce que justement, tu expliques qu'aujourd'hui, le seul avantage de l'immobilier, c'est à crédit. Et c'est marrant parce que on a même parfois aujourd'hui des clients, même quand on essaye de leur expliquer le pourquoi est-ce que c'est plus avantageux de fonctionner comme ça, ils ont du mal à capter Ouais. le pourquoi du comment. Est-ce que en 30 secondes, tu arriveras à refaire un point sur ça, la différence entre lever de l'argent et pas lever d'argent? Le problème, c'est que… Comment je pourrais dire ça? Le problème, c'est que les gens confondent le rendement sur l'actif du bien Mhm. et le rendement sur leur mise. Si tu fais un projet à 100 000 euros et que tu es à 10% de rendement, donc à peu près, ça rapporte à environ 10 000 euros de loyer par an, 10% de 100 000 euros. Si tu mets en cash, c'est tes 100 000 euros qui produisent 10 000 euros chaque année. Tu as un Mhm. rendement de 10% sur ton cash. Mais le vrai levier, c'est que si je mets, on va dire, c'est dégueulasse, hein, mais si je mets 10% d'apport, c'est encore énorme. Mais on va dire que je mets 10%. Je mets 10 000, j'emprunte 90. Et ben, mon rendement sur l'actif, il est toujours de 10%, mais mon rendement sur le cash que j'ai mis 10 000 et ça produit 10 000 euros de loyer chaque année. J'ai un rendement de 100%. Alors imagine demain, si tu bascules à 5% d'apport, imagine demain si tu bascules à financement à 110%, tu mets 0 euros de ta poche. Et bien le rendement sur ton cash, il est infini puisque tu crées de l'argent avec de l'argent qui ne t'appartient pas. Donc tu peux utiliser cet argent demain au bout de 2, 3, 4 crédits quand la banque commence à plus vouloir te suivre. Tu peux commencer à poser un peu plus de trésorerie sur la table et continuer d'avancer. Ouais, hyper intéressant. C'est ça le vrai levier, c'est le levier bancaire. Et ça, il faut le maîtriser parce que c'est ce qui fait que l'immobilier, de façon factuelle aujourd'hui, rien n'est plus rentable que l'immobilier à crédit. Il n'y a rien qui est aussi rentable de façon aussi stable. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'en France aussi, moi je trouve ça fou parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent investir à l'étranger. On parle très souvent de Dubaï, pour rien que je t'amène l'appartement. Ouais. D'ailleurs, ROI, au passage, ROI, Return of Invest, ça veut dire retour sur investissement pour les moins anglophones. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me parlent d'investir à l'étranger. On me parle de partout dans le monde et en fait, il y a souvent cette tendance de l'herbe est plus verte ailleurs. C'est mieux là-bas, je vais l'investir là-bas, etc. Mais en fait, en France, il faut aussi se rendre compte, enfin nous en tout cas, on s'en rend bien compte, on a quasiment le meilleur système bancaire pour ce qui est de l'immobilier. Ouais. L'immobilier en France, c'est la réelle opportunité. Et je pense que c'est pas pour rien si les Français sont autant à fond dans l'immobilier aujourd'hui. C'est parce que des financements à 110%, ça ne se fait quasiment qu'en France. C'est fou, hein. Je connais, en tout cas, moi personnellement, je connais pas d'autres pays qui fassent du 110%. T'en connais certains? Non, moi je connais pas. J'en connais pas d'autres. Après, j'ai pas énormément creusé le sujet. Oui, je Mais suis d'accord en avec tout toi cas, aussi, mais si tu es français et résident fiscal aujourd'hui en France, bah, investir à l'étranger, ça fait rarement sens parce que tu peux pas avoir accès au levier bancaire dans d'autres pays, sauf cas hyper particuliers. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu veux gagner le plus de rendement sur ton capital, non, mais c'est ça. Et puis, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que c'est pas parce qu'on n'investit pas en France qu'on échappe à l'impôt français, hein. Aujourd'hui, les critères d'imposition en France, je les ai pas tous, mais passer 6 mois et 1 jour par an sur le territoire français vous rend résident fiscal français. Mais demain, par exemple, si vous n'habitez pas en France, mais que le centre de vos intérêts économiques se situe en France, vous êtes imposé comme un Français. Donc, si vous avez 14 immeubles de rapport en France et que vous habitez à Dubaï, vous êtes quand même imposé au régime français parce que le centre économique est en France. Mais inversement, si vous êtes français et que vous investissez à l'étranger, l'argent résultant de ces investissements étrangers, il y a très souvent des conventions fiscales aussi entre les pays, qui fait qu'en fait, au final, on est quasiment imposé au même taux, en fonction des pays, bien évidemment. Et puis, il y a d'autres pays dans lesquels, carrément, l'argent est bloqué. Souvent, on parle d'Algérie, du Maroc, ces choses-là. ouais. Faire rentrer l'argent, c'est très facile. Parfois, le faire sortir. Alors, je sais que le Maroc, c'est énormément assoupli ces derniers temps, mais c'est quand même pas pareil. On n'a pas l'argent dans la même devise, pas forcément dans le même pays. Ça rend l'investissement un peu différent, même avec des très gros rendements. C'est toujours un peu différent, quoi. C'est ça. Et pourquoi, et c'est aussi une question que j'invite nos auditeurs à se poser, c'est pourquoi investir ailleurs alors qu'ici, il y a déjà des choses incroyables à faire, que c'est plus proche, plus Complètement, simple ouais. à gérer. Si vous êtes sur vos 5 premiers investissements, il y a encore plein de problèmes que vous n'avez pas encore rencontrés, que vous allez rencontrer.
Et devoir les gérer à distance, c'est quand même largement plus emmerdant que de devoir le faire sur place, quoi. Mais carrément, mais surtout que moi je le vois. Donc nous on habite à Biarritz. Biarritz, très cher. Ouais. Biarritz en lui-même pas rentable pour du locatif. Non. Là-dessus, Que on est, dalle. on est complètement d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les retours que j'ai de Biarritz à chaque fois, c'est oh là là, c'est pas intéressant, c'est pas rentable, j'ai pas l'argent, etc. Est-ce que tu peux juste me rappeler, c'est intéressant de prendre ce genre d'éléments en compte, combien de temps t'as mis à trouver ton immeuble de rapport à 30 minutes de Biarritz quand même? Immeuble de rapport, je le rappelle, rentable évidemment. Ouais. Alors il y a des travaux, etc. L'opération est en cours, mais combien de temps t'as mis à trouver ça? Bon, faut prendre en compte l'expérience, etc. Mais c'est un secteur dans lequel j'ai aucun réseau. Il faut poser le contexte. Je connais personne sur place. J'avais pas encore investi dans cette ville. J'arrive en tant qu'investisseur nouveau dans la ville et j'ai tapé 2 matinées de visite avec toutes les stratégies pour intégrer off-market, pour avoir les meilleurs biens qu'on enseigne à nos clients qui investissent dans des secteurs dans lesquels ils connaissent personne, appliqués bêtement, mais avec juste 5 ans d'expérience en plus. 2 matinées, j'ai fait 6 visites, j'ai eu des contacts avec 3-4 directeurs d'agences IMO et j'ai échangé, je suis allé démarcher aussi dans la rue directement, donc j'ai visité 6 biens avec des agents IMO, mais j'en ai visité d'autres sans les agents IMO directement en tapant en porte. 3 offres, 2 acceptées. Et à chaque fois, moi, j'essaie d'aller taper bien au-dessus des 10%. Tu vois, je te parle en location à l'année entre 12 et 13% de rendement. Et donc, sur les 2 acceptés, il y en a un que j'ai gardé et l'autre que j'ai refilé à un membre de la communauté. Premier immeuble, je pense que c'est stylé quand même de le dire. Premier immeuble, c'est un immeuble qui est affiché à 165 000, où je suis allé taper une négociation à 83 000 euros. Donc, ça fait. Celui qui était en fond de cours là, qui était avec le droit de passage. Exactement. Ouais, ok. Tu dois passer dans un couloir de l'immeuble qui donne sur la rue. Tu dois passer dans le couloir pour arriver dans ton immeuble. Mais il est détaché de la copropriété. Donc celui-là et l'autre qui était affiché à 163 500, que j'ai négocié à 140 000, mais qui avait plus de potentiel que le premier. Donc c'est Ouais. lui que j'ai gardé. Il avait un potentiel de fou. N'en Ouais. parle pas trop. On fera un debunk, je pense, des projets. On en garde un peu. On analysera un petit peu les différents projets. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a souvent cette. En fait, c'est souvent des croyances un peu limitantes. Et ici, c'est très on peut pas, on peut pas, on peut pas. Et je trouve ça fou de mettre dans la balance que tu aies trouvé cet immeuble de rapport à plus de 12%, à 30 minutes de Biarritz, donc secteur a priori impossible, Ouais. en 2 matinées, quoi. Tout ça juste pour montrer que les opportunités, elles sont partout. Il n'y a pas besoin d'aller à Dubaï. Je dis pas que c'est un mauvais plan, mais il n'y a pas besoin d'aller à Dubaï, il n'y a pas besoin d'aller à Los Angeles, il n'y a pas besoin d'aller au Maroc. Et qu'en vérité, autour de chez soi, il y a des opportunités partout. Et nous, on le voit avec, parce qu'on est quand même avec des clients qui sont partout en France. Rennes, Nantes, Paris, Lille, Strasbourg, Marseille, clair. Grenoble, Bordeaux. Et tout le monde trouve des biens rentables. Ouais. Il n'y a pas un endroit en France où on a observé que c'était pas possible, quoi. C'est C'est clair. toujours faisable. C'est clair. D'ailleurs, je vous mets au défi dans les commentaires, là, juste en dessous de cette vidéo. Mettez-moi une ville dans laquelle vous n'avez pas trouvé de bien rentable à proximité, donc dans un rayon d'1 heure, 1h30. Je vous garantis que je vous trouve 2-3 villes autour dans lesquelles il y a beaucoup plus de potentiel que vous le pensez. Partout en France. On a des clients qui sont partout en France aujourd'hui. On est capable de le faire. Est-ce que tu mets en jeu ton immeuble de rapport? Ouais. Non. T'as très vite dit oui. Ma quand même. réputation sur YouTube. Oui, Allez-y. c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est un sujet intéressant qu'on pourra, je pense, un petit peu creuser. J'achète ou j'achète pas un château 16 pièces, 580 mètres carrés, à Saumur, 1,8 million. Il est pas, je trouve pas ça excessif. Je te mets la petite vue aérienne. C'est un château assez sympa. Je pense que ça va te plaire. Ah, très cool. Ça, c'est le genre de truc que moi, j'aime bien regarder, tu sais, en Ouais. construction de rêve. Ouais, moi je suis toujours sur je- les châteaux. je- Toujours, je je- regarde un petit peu regarde. en France, qu'est-ce qui se vend. Très sympa, celui qui est juste à gauche, là aussi. Je crois que c'est la petite dépendance. Et ben en fait, ce type de bien, moi, j'achète pas. Même si tu es investisseur et que tu as le budget pour partir sur un château à 1,8 million et puis avec sûrement 1,5 million de travaux à rajouter, tu vois. Donc un projet à plus de 3 millions, moi, j'achète pas parce que tu n'achètes pas
t'achètes pas seulement un actif, tu achètes un business là. Parce que pour gagner de l'argent avec ton château, il va falloir que tu fasses des événements, il va falloir que tu le loues pour des mariages, des trucs comme ça. Et là, ça passe sur de l'événementiel et c'est un business avec souvent pas mal d'employés, pas mal de gestion. Et moi, ma démarche en tant qu'investisseur, c'est pas de me créer un deuxième travail, mais c'est de créer des revenus passifs. Et aujourd'hui, de la location à l'année, c'est très facile de la rendre passive ou quasiment passive quand elle est bien faite, quand on fait de la prestation de qualité, de la rénovation de qualité dedans, que les gens apprécient rester, etc. Qu'on pratique des loyers suffisamment hauts pour que ce soit les personnes qui puissent payer ces loyers suffisamment hauts qui habitent dedans. Si déjà on sait faire ça, on n'a pas besoin de partir sur des projets extravagants, quoi. Non, mais carrément, puis ça résonne avec ce que tu avais dit tout à l'heure. Moi, je connais une personne qui a acheté un château et en fait, il a un petit peu fait ça, c'est-à-dire que ça lui sert pour son business de base. Lui fait des événements électroniques. Donc, en fait, il organise des espèces de festivals, des soirées. Je ne sais pas tout à fait comment ça s'organise, mais il faisait ça. Et en fait, il en avait marre de sauter de lieu en lieu. Puis c'est compliqué parce que parfois, il y a des lieux qui veulent plus lui réserver, parce que de la casse, parce que trop de bruit. Parfois, les lieux montent les tarifs. Donc, il était très dépendant de ce qu'on lui proposait. Et donc, il a fini par acheter un château, en fait, avec son frère pour mettre ses événements. Mais du coup, ça résonne avec le côté de… En fait, ça sert son activité principale. Bah ouais. Pas juste, j'ai acheté un château pour acheter un château, quoi. Mais si tu fais de l'événementiel, effectivement, que tu es dans les mariages et des trucs comme ça, là, à ce moment-là, ça peut faire sens. C'est clair. Tout comme si tu as ton entreprise, tu vas acheter des bureaux. C'est le même fonctionnement. C'est un peu le prolongement, ouais. J'achète ou j'achète pas. Attends, je suis sur les photos. Un immeuble, alors, pas 7 pièces en vérité, 260 mètres carrés. Il est assez impressionnant. Paris, 19e arrondissement, quartier de la Villette. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est 1 690 6 500 € du mètre carré. On est quand même à Paris, alors c'est le 19e, on n'est pas au musée du Louvre ou quoi que ce soit. C'est quand même un très bon quartier. Et dedans, on a 20 lots, on a 20 studios meublés. Tout est vendu loué. Pour 260 mètres carrés ? Pour 260 mètres carrés. 1 690 000, 20. 6 500 € du mètre carré, 20 studios meublés loués. Mais c'est des chambres. Ah ben c'est Paris. C'est du 12 mètres carrés. Bienvenue à Paris. Ça veut dire que ça fait 12-13 mètres carrés en moyenne. Je crois que c'est un ancien hôtel qui a été reconverti en tout petit studio. Ouais, ça se voit que c'est un hôtel. Ouais, ça se voit direct dans la forme des pièces. Je trouvais ça intéressant parce que c'est pas commun, quoi. 20 c'est même pas des studios, c'est vraiment des studettes, quoi. Des studettes, ouais. Moi, je dirais que pas en tant qu'investisseur locatif classique, je dirais peut-être en tant que marchand de biens, ouais. En tant que marchand de biens, c'est une OP qui se tente. Après, je connais pas particulièrement le bassin de la Villette, mais… je pense qu'on est sur… On doit être à peu près, en termes de loyer, je pense qu'on est sur du 100 000 € par an. À peu près. Tu as les studios, peut-être que tu les loues, s'ils sont meublés, 400 € par studio, maximum, tu vois. Donc, tu en as 20. 13 mètres carrés, ouais. À Paris, je sais pas si ça va… En fait, j'ai pas je sais pas si ça ira au-delà des 400. Peut-être plus 300. Ça fait 6. Ouais. Dites-nous les Parisiens, comment ça se loue une studette dans le 19e, c'est important. Ouais. Ça dépend beaucoup des quartiers. Ah ouais. Parce que si tu le mets dans le Marais, plein centre de Paris, la studette, tu le loues aussi cher qu'un château ici, quasiment. Ok, intéressant. Donc t'achètes pas, t'achètes pas et t'achètes pas. Ouais. C'est le verdict. Tu me proposes des bons projets, Arthur La prochaine fois, je te trouverai des trucs un peu plus sympas. Il y en a un que t'achèterais dans le lot ? Aucun. Ok. Aucun, pour les raisons qu'on a citées. Dubaï, trop loin, je connais pas le marché. Je vais peut-être aller y faire un tour l'année prochaine, comme je te disais. Ouais. Parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est plus l'effervescence de cet endroit. Moi, on me l'a beaucoup vendu comme une terre d'opportunité, comme le New York d'il y a 20 ans, tu vois. Mais chaque avantage a aussi son lot de défauts, tu vois. Donc, moi, ça m'intéresse juste d'aller voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Mais je pense pas y investir, en tout cas. Le château, c'est un petit peu mon rêve. On en parle tout le temps, toi et moi. Moi, c'est le manoir. Moi, j'ai en fond d'écran, d'ailleurs. Moi, c'est pas un manoir. Moi, c'est château, quoi. Tu veux les tours ronds. Et moi, je veux me déguiser en chevalier, tu vois. Je veux arriver chez moi à cheval avec l'épée sur le côté. Non, mais vraiment, moi, c'est le… Messire Arthur. Ah ouais, avec des douves et tout. Non, mais vraiment, le château, c'est mon très gros rêve. Et c'est marrant parce que c'est un rêve qui s'est déclenché parce que j'ai le père d'un ami qui a un château. Donc, quand on était plus jeune, on allait beaucoup faire des vacances là-bas. Et c'est toujours pareil, c'est quand tu te rends compte que c'est possible, en fait. Tu te dis, mais c'est dingue, en fait. On peut faire ce genre de choses, etc. Et c'est là que ça m'avait déclenché un peu ce truc.
Et le dernier, effectivement, sur une opération plus marchand de biens, ça peut être intéressant. Le 19e, c'est, je pense, quelque chose qui va bien évoluer parce que tout Paris, en fait, est en train de s'étendre à fond avec le Grand Paris. Mais effectivement, en locatif comme ça, même moi, louer des Sudètes de 13 mètres carrés, ça me plaît pas dans l'idée, tu vois. Ouais, c'est ce Il y a que aussi j'allais ce côté où rajouter. tu loues pas que des murs, quoi. Tu loues quand même à des personnes. Hmm. Et des Sudètes de 13 mètres carrés, c'est quand même petit. Ouais. Et je vais dire un truc qui plaît pas forcément quand je le dis d'habitude, mais je pense que c'est juste à dire. C'est qu'en moyenne, quand tu loues des appartements dont les loyers sont pas les plus importants du marché, donc, là, par exemple les Studettes, forcément c'est les loyers les plus petits que tu peux avoir à Paris, bah, tu attires le type de personne qui peut se permettre de payer que ce type de loyer. Et en moyenne, c'est une généralité, mais c'est une tendance qu'on a remarqué, en moyenne, on a plus de problèmes dans la gestion locative que quand justement on fait des appartements sympas où on fait, donc nous on utilise la méthode P2E, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est ce qu'on voit avec nos clients, mais justement avec la prestation de qualité suffisamment pour que les gens aiment rester, mais pas de façon excessive, c'est pas du luxe non plus parce qu'on cherche un certain rendement, mais en se positionnant sur ce créneau, on va attirer du coup les personnes qui peuvent payer les loyers qui du coup sont pratiqués parmi les plus chers du marché. Et ça fait toute la différence. Je pense que ce sera le sujet d'un Ouais, prochain podcast aussi. ça me va bien. Bon, bah écoute, Super. merci beaucoup Martin. Super content de ce premier podcast. Eh ben, écoute, très bien. On va très vite faire le deuxième. Ça m'a Ouais. beaucoup plu. Et Carrément. je te reprépare un petit mix. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai quand même des biens que tu auras envie d'acheter. Je vais C'est essayer, clair. je vais essayer de te faire plaisir en te trouvant des choses un petit peu sympas. Génial. Et on se voit la N'oubliez semaine prochaine. pas, pétez la gueule du pouce bleu juste en dessous de la vidéo. C'est cool pour nous soutenir, pour qu'on puisse développer. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde aussi sur les prochains podcasts, partagez-le nous, on pourrait s'en inspirer. Et puis, je vous dis à très vite la semaine prochaine. À la bientôt. Ciao.